Bonjour à tous, je vous propose d'explorer la carte mentale qui présente l'ensemble du cours de physiologie. Voici cette carte mentale. Nous allons zoomer sur cette carte pour trouver ici le titre, donc Introduction à la physiologie. Carte qui est constituée de plusieurs branches. Donc le premier point concernera la vie, le deuxième les molécules du vivant, le troisième la cellule, le quatrième les tissus, le cinquième les systèmes et le sixième concernera une remarque. Donc nous commençons avec le premier point qui concerne donc l'apparition de la vie. Donc nous avons commencé en revenant sur l'histoire de la Terre et le moment justement où la vie est apparue. Nous avons souligné le fait que la cellule est l'unité fondamentale du vivant, ce qui a été formulé dans une théorie appelée la théorie cellulaire, hein, donc selon laquelle tous les organismes sont constitués de cellules, une théorie qui a été proposée par Schleiden en 1838, puis Schwann en 1839, hein, qui est la personne qui l'a complètement théorisée. Cette théorie cellulaire a ensuite été enrichie puisqu'on y a adjoint l'absence de génération spontanée, c'est-à-dire le fait que toutes les cellules proviennent de cellules préexistantes, ce qui a été proposé par Virchow et puis Pasteur à partir de 1859. Quelles sont les caractéristiques de la vie? La vie se caractérise donc par le métabolisme, qui correspond à l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans l'organisme. Ces réactions chimiques pouvant être subdivisées en catabolisme, les réactions donc de déconstruction, et l'anabolisme, qui sont là les réactions de construction. D'autre part, un autre élément qui caractérise la vie est la reproduction, c'est-à-dire la capacité pour les organismes à produire des organismes donc semblables à eux, mais toutefois pas complètement identiques. Autre notion évoquée, la notion d'homéostasie, et l'homéostasie faisant référence au maintien de constantes biologiques à des valeurs particulières qu'on peut qualifier de valeurs de référence. Alors l'homéostasie peut être vue comme un équilibre dynamique, c'est-à-dire que tant que l'organisme est dans cet équilibre, eh bien la vie sera maintenue. Par contre, si l'équilibre s'éloigne de plus en plus et de plus en plus perdu, à ce moment-là, le risque, c'est de se trouver dans la pathologie, voire le risque ultime étant la mort pour l'organisme. Donc l'homéostasie, c'est vraiment un équilibre dynamique. On peut prendre donc l'image d'un funambule pour l'envisager. Et bien sûr, maintenir cet équilibre nécessite de l'énergie, hein, puisqu'il y a de perpétuels mouvements qui vont s'ajuster. Et donc, l'homéostasie va être maintenue grâce à tout un ensemble de régulations. Cette homéostasie, évidemment, s'inscrit dans la survie de l'individu et également dans la survie de l'espèce. Dernier point concernant ce premier paragraphe, les niveaux d'organisation. Donc les organismes peuvent s'étudier au niveau des molécules donc, qui les constituent, lesquelles sont elles-mêmes constituées par des atomes, ceux qui sont les plus rencontrés étant le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, mais bien sûr il y en a plein d'autres qui s'ajoutent. Les molécules vont s'organiser, constituer des cellules, les cellules vont constituer les tissus des organes, les organes en s'associant constituent les appareils ou systèmes, lesquels en s'associant vont constituer les organismes. Et bien sûr, un organisme ne vit pas seul, il est en interaction avec son environnement et les autres organismes qui y vivent. Et on peut donc aussi envisager un niveau d'organisation au-delà de l'organisme qui est l'écosystème. Ce que j'avais également souligné, c'est le fait qu'il faut inscrire dans le temps l'étude de ces niveaux d'organisation, hein, puisqu'effectivement un organisme va évoluer au cours du temps et on peut aller au-delà en parlant aussi de populations d'organismes qui vont évoluer dans des temps encore plus longs. On passe au paragraphe suivant concernant les molécules du vivant. Dans ce paragraphe, on a souligné à nouveau le fait que la substance qui constitue les organismes est appelée matière organique. Hein. Il s'agit effectivement d'une matière qui est organisée essentiellement autour du carbone, mais comme on vient de le dire, il y a également beaucoup d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et d'autres éléments chimiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une macromolécule? Une macromolécule, donc chez les organismes, vont être en fait des polymères, c'est-à-dire des molécules qui sont constituées par l'assemblage de monomères.
On a évoqué 4 types de macromolécules, les lipides, les glucides, les protéines et les acides nucléiques. On commence donc avec les lipides. Le point commun aux lipides est le fait qu'ils sont insolubles dans l'eau. Autrement dit, c'est l'hydrophobie qui va les caractériser. Il existe une grande diversité par contre au niveau chimique de lipides, ce qui fait que les lipides vont assurer de nombreuses fonctions: stockage énergétique, protection thermique, protection mécanique, compartimentation à travers l'organisation des membranes, signalisation chimique, métabolisme et j'en passe. Alors on notera que certains lipides sont essentiels. Quand on utilise ce terme essentiel, ça veut dire que les organismes ne peuvent pas les fabriquer. Il sera donc indispensable pour eux de les trouver dans leur alimentation. Alors exemple de lipides qui sont essentiels: des vitamines, ce qu'on appelle les vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E et K. Également l'acide linoléique qui est un oméga 6 ou encore l'acide alpha-linolénique qui est un oméga 3. J'ai présenté de façon plus détaillée certains lipides: les triacylglycérols, anciennement appelés triglycérides, qui sont constitués d'un glycérol et de 3 acides gras, les acides gras étant des longues chaînes carbonées qui vont porter à une extrémité un groupement acide, c'est-à-dire un groupement acide carboxylique, COOH. Ces longues chaînes carbonées peuvent présenter uniquement des liaisons simples. Dans ce cas-là, on dira que les molécules sont saturées, il n'y a pas de liaison double. Et certaines molécules seront dites insaturées. Dans ce cas-là, il y a au moins une liaison double. Ces molécules vont avoir essentiellement un rôle de réserve énergétique, les triacylglycérols. On passe ensuite aux phospholipides, donc on appelle plus spécifiquement les phosphoacideglycérols ou phosphoglycérolipides. Ils sont constitués d'un glycérol, de 2 acides gras et d'un groupement phosphate. Ils vont avoir une propriété particulière de par la présence du groupement phosphate qui leur donne une composante hydrophile. Donc ce sont des molécules qui sont à la fois hydrophobes et hydrophiles, on les qualifie d'amphiphiles. Cette double propriété va finalement leur permettre de constituer des assemblages spécifiques qui vont constituer tout simplement les membranes des organismes qui sont constituées d'une bicouche phospholipidique, donc 2 couches associées de phospholipides. Le cœur donc de cette bicouche est hydrophobe et les parties finalement extérieures, les surfaces étant hydrophiles, elles vont pouvoir interagir avec pour l'une le milieu extérieur, pour l'autre le milieu intérieur. Tout ça, on l'a vu en détail. Deuxième type de molécules, les glucides. Les glucides sont aussi ce que l'on appelle des sucres. On peut évoquer dans un premier temps ce que l'on appelle les monosaccharides. C'est aussi ce qu'on appelle les oses simples ou hydrates de carbone. Ce sont tout simplement les monomères. Pourquoi est-ce qu'on les appelle hydrates de carbone? Tout simplement, si on regarde la formule brute, il s'agit d'un carbone associé en quelque sorte à H2O, c'est-à-dire à de l'eau, et ce motif va se répéter un certain nombre de fois. Si on regarde plus dans le détail, on va avoir effectivement une chaîne de carbone. Tous les carbones vont être associés à un groupement OH, sauf un carbone qui sera associé à un oxygène. Ces molécules peuvent se présenter sous une forme linéaire ou sous une forme cyclique. Ces molécules peuvent être constituées d'un nombre plus ou moins important de carbone. Les plus petits sucres sont des sucres à 3 carbones, on les appelle des trioses. Mais nous parlerons surtout dans le cours de sucres à 5 carbones, les pentoses, et à 6 carbones, les hexoses. Parmi les pentoses, on trouve le ribose de l'ARN et le désoxyribose de l'ADN. Parmi les hexoses, donc sucres à 6 carbones, on trouve le glucose, le fructose, le galactose ou encore le mannose. Et nous parlerons surtout du premier dans le cours. Ces monosaccharides peuvent s'assembler par 2, on les appelle alors disaccharides, donc association de 2 monosaccharides. Quelques exemples à titre d'illustration. Le saccharose ou sucrose, que l'on appelle aussi le sucre de table, est constitué par du glucose et du fructose. Le maltose est constitué par 2 molécules de glucose. Le lactose par un glucose et un galactose.
On trouve ensuite les polysaccharides, qui correspondent à des associations de N-monosaccharides, donc de N-polymères. Je vous donne quelques exemples de polymères de glucose, donc des molécules constituées uniquement de glucose, la cellulose et l'amidon qu'on trouve chez les végétaux, le glycogène qu'on trouve chez les animaux. Alors, il va y avoir des différences dans ces molécules, selon les liaisons qui existent entre les molécules de glucose et selon également le degré de ramification de ces molécules. Quelles sont les fonctions associées au sucre? On peut évoquer une réserve d'énergie, une réserve de carbone, un rôle également dans la structure, un rôle de marqueur, et là aussi, j'en passe. Nous passons à la famille suivante, celle des protéines. Je commence plutôt avec les fonctions associées aux protéines que l'on peut retenir avec ce moyen mémotechnique qui m'a été transmis par un collègue. On peut se souvenir que les protéines assurent de nombreuses tâches, chaque lettre du mot tâche correspondant à une fonction. Donc, transport, anticorps, contraction musculaire, hormones, enzymes, structure. Que sont les protéines? Les protéines, ce sont des polymères d'acides aminés. Ce qui nous amène à poser la question, que sont les acides aminés, dont l'abréviation peut être AA? Eh bien, un acide aminé, c'est une molécule qui s'organise autour d'un carbone que l'on appelle carbone alpha, lequel va porter un groupement acide, plus exactement acide carboxylique, COH, un groupement amine, NH2, un hydrogène et puis un radical que l'on peut appeler aussi résidu ou chaîne latérale et que l'on note classiquement R. Il existe 20 résidus différents, ce qui fait qu'il y a 20 acides aminés différents qui existent. Alors quand j'évoque ces acides aminés, j'évoque les acides aminés qui vont entrer justement dans la constitution des protéines qui nous intéressent. Donc on parle d'acides aminés protéinogènes, on peut éventuellement en ajouter 2 ou 3. Il faut savoir qu'il existe plein d'autres acides aminés. Sur le plan chimique, un acide aminé, c'est une molécule qui porte un acide et un amine. Mais seuls ces 20 acides aminés nous intéresseront puisque ce sont eux qui entrent dans la constitution des protéines. Alors les acides aminés vont pouvoir se lier entre eux via la construction de liaisons qui sont donc des liaisons covalentes qu'on nomme liaisons peptidiques, qui s'établissent entre le groupement acide d'un acide aminé et le groupement amine d'un autre acide aminé. Si bien qu'on va avoir de cette façon la formation d'une chaîne d'acides aminés, alors avec un nombre plus ou moins grand d'acides aminés, on peut parler de peptides d'ailleurs ou de polypeptides qui va se constituer. Et ce qui est très important, c'est de voir que les extrémités de cette chaîne d'acides aminés va présenter va être différente, c'est-à-dire qu'on va avoir une extrémité N-terminale, puisqu'on va avoir effectivement le groupement amine à une extrémité, et puis un groupement acide, donc l'extrémité C-terminale ou CT à l'autre extrémité. Concernant ces protéines, on peut les décrire via la description des niveaux d'organisation. On peut parler donc d'un premier niveau, ce que l'on appelle la structure primaire. Décrire la structure primaire, c'est donner la séquence des acides aminés dans la chaîne polypeptidique. Donc on donne la séquence de la chaîne des acides aminés, c'est-à-dire l'ordre d'enchaînement des acides aminés, en partant par convention de l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale. Deuxième niveau d'organisation qui correspond à la structure secondaire. La structure secondaire consiste à décrire une organisation tridimensionnelle particulière qu'on va trouver, mais pas nécessairement dans toutes les protéines, puisqu'effectivement, dans certaines protéines, il peut y avoir des motifs tridimensionnels spécifiques qui vont former ce que l'on appelle des hélices alpha ou, par exemple, des feuillets bêta. Il y a encore d'autres motifs qui existent. Ceux-ci sont les deux principaux. Autre niveau d'organisation, la structure tertiaire. La structure tertiaire, elle correspond à l'organisation tridimensionnelle générale de la chaîne d'acides aminés. Donc on la trouvera toujours pour les peptides. Et enfin, la structure quaternaire, elle se trouve seulement dans les protéines qui sont constituées elles-mêmes de plusieurs chaînes d'acides aminés. Ce qui veut bien dire qu'elle n'existe pas dans toutes les protéines. Certaines protéines vont être constituées d'une seule chaîne d'acides aminés. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de structure quaternaire. On ne la décrira que si la protéine est constituée de plusieurs chaînes d'acides aminés. Nous passons donc après les protéines aux acides nucléiques que l'on peut qualifier de polynucléotides.
Les acides nucléiques ou polynucléotides sont, comme l'indique justement le terme polynucléotide, des polymères de nucléotides. Il existe deux types de polynucléotides ou acides nucléiques. L'ADN, acide désoxyribonucléique, qui est constitué de 2 chaînes de nucléotides qui vont être torsadées l'une avec l'autre, et puis l'ARN, l'acide ribonucléique, qui est constitué, lui, d'une seule chaîne de nucléotides. Qu'est-ce que c'est qu'un nucléotide ? Le nucléotide pouvant être vu un peu comme le monomère, qui va être lui-même constitué d'autres monomères. Le nucléotide est constitué par un groupement phosphate, un sucre à 5 carbones qui est un pentose, donc le désoxyribose dans le cas de l'ADN, le ribose dans le cas de l'ARN, et puis une base azotée, qui peut être l'adénine, la guanine, la cytosine, la thymine pour l'ADN uniquement et l'uracile pour l'ARN uniquement. Une remarque, quand le pentose est associé à une base azotée, la molécule construite n'est pas un nucléotide mais un nucléoside. Il faut que le groupement phosphate s'ajoute pour qu'on parle de nucléotide. On passe maintenant à ce paragraphe suivant portant sur la cellule. Je reviens sur la structure de la cellule. Une cellule est délimitée par une membrane plasmique qui elle-même est constituée par des phospholipides, puisqu'on a dit que la membrane plasmique c'est une double couche phospholipidique. La membrane est un lieu d'échange. Il va y avoir effectivement tout un tas de transports qui vont pouvoir se faire. Ce n'est pas quelque chose d'hermétique, une membrane. La cellule va pouvoir réaliser des échanges, des substances situées dans le milieu extérieur vont pouvoir entrer dans le milieu intracellulaire et inversement. Le transport peut être passif. On parle éventuellement de diffusion simple, quand les substances peuvent traverser directement la bicouche phospholipidique sans utiliser de structure spécifique, et de diffusion facilitée quand les substances vont traverser la membrane grâce à des protéines qui vont former des canaux dans ces membranes. Quand ces canaux sont spécifiques de l'eau, on parlera d'une forme de diffusion facilitée qui sera plus spécifiquement qualifiée d'osmose. Donc le transport passif n'utilise pas d'énergie, le transport va se faire en suivant les gradients de concentration. Donc toujours du milieu le plus concentré vers le moins concentré. On tend vers l'équilibre. Autre type de transport, le transport actif, avec les transports actifs primaires et secondaires, je ne reviens pas dessus. Et troisième type de transport qui est en fait lui aussi un transport d'une certaine façon actif, en tout cas consommateur d'énergie, mais quand on utilise le terme transport actif, on n'entend pas transport vésiculaire. En fait, le transport vésiculaire se fait via les mécanismes d'endocytose et d'exocytose. Mais donc je précise bien que ce mécanisme est consommateur d'énergie. Donc la membrane va correspondre à l'interface de la cellule, elle délimite la cellule. À l'intérieur de la cellule, on trouve le cytoplasme, dont la portion liquide est appelée le cytosol. On va trouver dans les cellules chez l'humain un noyau qui contient lui-même l'information génétique. On trouvera dans le cytoplasme des ribosomes qui contribuent à la synthèse des protéines. On trouvera également le réticulum endoplasmique avec ses deux portions, rugueux et lisse, l'appareil de Golgi, les lysosomes, voire même aussi les peroxysomes que je n'ai pas listés. Ces éléments forment le système endomembranaire, donc on est sur des structures qui sont délimitées justement par des membranes qui vont assurer tout un tas de fonctions dans la cellule. Les lysosomes peuvent être vus un peu comme les systèmes digestifs de la cellule, et puis ces deux autres structures, réticulum et appareil de Golgi, vont intervenir dans la maturation d'un certain nombre de substances. Entre autres rôles, je ne m'y attarde pas. Les mitochondries sont également présentes dans la cellule. Ce sont les centrales énergétiques de la cellule, elles vont permettre de produire beaucoup d'ATP. Le cytosquelette est également présent dans la cellule, donc il a, comme son nom l'indique, un rôle à la fois de squelette et aussi un rôle de muscle en quelque sorte pour la cellule, c'est-à-dire que ce cytosquelette va à la fois servir de soutien et aussi d'actionneur dans la cellule. 3 représentants du cytosquelette existent, les microtubules, les filaments intermédiaires, les microfilaments. Les microtubules sont les structures
donc ce sont toutes des structures allongées. Les microtubules ont le diamètre le plus important, les microfilaments le diamètre le plus petit, les filaments intermédiaires, comme leur nom l'indique, un diamètre intermédiaire. Alors, les cellules peuvent être en contact direct les unes avec les autres. Ces contacts peuvent se matérialiser par la formation de jonctions étanches ou serrées qui forment des sortes de zips, comme sur les sacs de congélation. Donc on a quelque chose qui sera hermétique, qui empêchera la diffusion de substances. Il existe des jonctions adhérentes ou jonctions d'ancrage. On peut prendre l'analogie d'une fermeture éclair qui va permettre aux cellules d'être assez fortement adhérentes les unes aux autres. Les desmosomes vont aussi avoir cette fonction dans l'adhésion. On peut les comparer avec des sortes de boutons pression. Et puis, on peut évoquer aussi ce que l'on appelle les jonctions ouvertes ou jonctions gap qui correspondent à des sortes de petits canaux qui vont s'établir entre les cellules, lesquels vont pouvoir échanger des substances par ces structures. Autour des cellules, il n'y a pas rien. Il y a une substance qui est produite par les cellules, qui est la matrice extracellulaire ou MEC. Après la cellule, on s'intéresse au niveau d'organisation suivant, celui des tissus. Un tissu est constitué par des cellules spécialisées et la matrice extracellulaire qu'elles ont produite. Il existe 4 types de tissus chez les animaux. Le tissu épithélial, le conjonctif, le musculaire, le nerveux. Dans un tissu épithélial, les cellules sont quasi jointives. En fait, les cellules se touchent, elles vont être orientées. On distingue sur les cellules un pôle apical, un pôle basal et des surfaces latérales qui sont les surfaces en contact les unes avec les autres. Un tissu épithélial peut être constitué par une ou plusieurs couches de cellules, une ou plusieurs assises cellulaires. Quand il y a une seule couche de cellules, on parlera d'un épithélium simple, donc une seule couche avec les cellules qui peuvent prendre différents aspects. Un aspect de pavé, on dira que l'épithélium est pavimenteux. Un aspect cubique, quand les cellules ont cet aspect cubique, et parfois elles sont plutôt allongées, et on dira que l'épithélium est prismatique. Un épithélium fait de plusieurs couches sera qualifié de stratifié. Alors entre les deux, on a un épithélium qu'on qualifie parfois de pseudo-stratifié. Dans ce cas-là, c'est un épithélium simple, mais quand on le regarde au microscope, on observe les noyaux des cellules à différentes hauteurs et on peut avoir l'impression qu'il y a plusieurs couches cellulaires alors qu'il n'y en a qu'une. C'est pour ça que je me suis cantonnée à l'épithélium simple, une seule couche, et à l'épithélium stratifié, plusieurs couches, parce que nous ne rentrerons pas plus que ça dans le détail des épithéliums. Alors, dans un tissu épithélial, on trouve une matrice extracellulaire un peu particulière qui va constituer une membrane basale sur laquelle va reposer le pôle basal de chaque cellule. Un épithélium, c'est un tissu qui n'est pas vascularisé. En revanche, il est innervé et il va avoir un rôle de tissu de surface. On distingue en fait 2 types d'épithélium, les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Dans ce cas-là, on va observer donc l'épithélium qui va former des sortes d'invaginations et les cellules présentes dans ces invaginations vont se spécialiser dans la sécrétion de certaines substances. Autre type de tissu, le tissu conjonctif. Alors, un tissu conjonctif, c'est un tissu qui est constitué de cellules qui ne sont pas jointives, donc cellules non jointives, avec une matrice extracellulaire qui va être assez abondante, donc constituée de fibres et d'une substance fondamentale. Les conjonctifs sont vascularisés à quelques exceptions près, de la même façon ils sont innervés et ils assurent tout un tas de rôles, soutien, emballage, réserve, rôle nutritif, défense ou encore rôle respiratoire. Alors, j'ai ajouté ici une remarque concernant l'association d'un épithélium et d'un tissu conjonctif, qualifié dans ce cas-là de tissu conjonctif sous-jacent. Donc, l'association de ces 2 structures va former ce que l'on appelle une membrane épithéliale. On peut donner quelques exemples de membranes épithéliales. La membrane cutanée, c'est-à-dire la peau, qui est constituée par un épithélium qui est l'épiderme, un conjonctif qui est le derme, donc le conjonctif sous-jacent et le derme. Une muqueuse, les muqueuses sont constituées par un épithélium et un conjonctif sous-jacent qu'on appelle le chorion. Une séreuse,
Elle est constituée d'un épithélium qu'on appelle le mésothélium, d'un conjonctif sous-jacent qu'on appelle la couche sous-mésothéliale. On peut évoquer aussi l'endocarde ou encore l'intima des systèmes cardiovasculaires. L'épithélium, dans ce cas, est qualifié d'endothélium et le conjonctif sous-jacent de couche sous-endothéliale. On revient aux deux derniers types de tissus, musculaires et nerveux, dont je ne parlerai pas, puisque nous en avons beaucoup parlé dans le cours de première année. Cinquième point, les systèmes. Donc, rapide panorama sur les différents systèmes qui constituent notre corps. Le système tégumentaire, c'est la peau et les dérivés de la peau, donc les phanères qui sont des dérivés épidermiques du type poils, mais on peut évoquer aussi les écailles, encore les plumes chez les oiseaux. Autres dérivés, les glandes, comme les glandes sudoripares ou sébacées. Ce système tégumentaire a plusieurs rôles qui lui sont associés. Un rôle dans la protection mécanique, puisqu'il forme en fait une sorte de barrière, la délimitation de notre corps. Protection aussi chimique, grâce notamment aux glandes qui vont produire des substances qui vont limiter la pénétration des pathogènes. Rôle dans la thermorégulation, avec donc toute la vascularisation sanguine qui existe au niveau de ce système. Rôle également dans l'excrétion ou l'absorption de certaines substances. Rôle dans la synthèse de précurseurs de la vitamine D. Rôle aussi dans la somesthésie, c'est-à-dire la sensibilité du corps liée aux récepteurs situés dans la peau. C'est donc une partie de la somesthésie. Autre système, le système squelettique, constitué des os, des articulations et des cartilages. Plusieurs fonctions lui sont associées, fonctions de soutien, fonctions de protection, par exemple la boîte crânienne. C'est aussi un système qui va servir d'abri pour la moelle osseuse rouge et c'est aussi un système qui va stocker notamment des minéraux. Autre système, le système musculaire squelettique, constitué par l'ensemble des muscles striés squelettiques. Les rôles associés sont un rôle dans le mouvement, bien sûr, mais aussi un rôle dans la chaleur, avec notamment les frissons. Autre système, le système nerveux, donc voir le cours de première année où nous l'avons largement présenté. Autre système, le système lymphatique et de l'immunité avec la lymphe, les vaisseaux lymphatiques, les nœuds lymphatiques, les tonsilles, qui sont aussi ce qu'on appelle les amygdales, la rate, la moelle osseuse rouge et encore le thymus. Rôle associé à ce système lymphatique et système de l'immunité, eh bien un rôle de transport et un rôle dans la défense du corps. Autre système, le système génital avec les gonades et les structures associées et un rôle bien sûr dans la reproduction. Le système cardiovasculaire avec le cœur, le sang et les vaisseaux sanguins qui a plusieurs rôles associés, rôle dans le transport de substances et de cellules, rôle dans la régulation, qu'il s'agisse de la régulation acido-basique, thermique ou hydrique, rôle également dans la défense du corps, à travers notamment le transport de cellules immunitaires. Autre système, le système respiratoire avec les poumons et bien sûr les voies respiratoires. Ce système est associé à plusieurs rôles, bien sûr les échanges gazeux, mais aussi diverses régulations. On retrouve globalement les mêmes que pour le système cardiovasculaire, régulation acido-basique, thermique et hydrique. Rôle également dans la vocalisation. Autre système, le système urinaire avec les reins, les uretères, la vessie, l'urètre. Rôle dans l'excrétion, c'est-à-dire l'élimination de déchets du métabolisme. Rôle dans la régulation du volume et de la composition chimique du sang. Et un système qui contribue aussi à l'érythropoïèse, c'est-à-dire la fabrication des globules rouges à travers la production de certaines hormones. Autre système, le système digestif qui correspond au tube digestif et aux organes associés, qui va contribuer à la dégradation physique et chimique des aliments, les découpant et les réduisant finalement en des substances qui vont être absorbables, donc il contribue à l'absorption justement des nutriments. Et il va aussi contribuer à l'élimination des déchets, à la fois les déchets donc c'est-à-dire les aliments qui ne vont pas être réduits en nutriments et qui ne pourront pas être absorbés. Et il va aussi avoir un autre rôle, je ne l'ai pas réinscrit ici, mais un rôle aussi dans l'excrétion. Certains déchets effectivement du métabolisme pourront être évacués par voie digestive. Autre système, le système endocrinien,
avec donc les glandes endocrines et puis les cellules sécrétrices d'hormones qu'on trouve dans différents organes. Ce système endocrinien ayant pour mission principale la régulation des activités de l'ensemble de l'organisme. J'ai terminé donc ce cours d'introduction par une remarque concernant les compartiments d'un organisme. Suivant que l'on s'intéresse à un unicellulaire ou un pluricellulaire, on pourra distinguer plusieurs milieux. Chez un unicellulaire, 2 milieux, milieu à l'intérieur de la cellule intracellulaire, à l'extérieur de la cellule extracellulaire, c'est l'extérieur, l'environnement de la cellule. Chez un pluricellulaire, on pourra identifier 3 milieux, l'intérieur des cellules, le milieu intracellulaire, l'espace qui existe entre les cellules mais qui est dans le corps, ça correspond finalement à un milieu extracellulaire qu'on qualifiera plus spécifiquement de milieu interstitiel ou intérieur, et autour finalement de l'organisme, on trouvera vraiment l'environnement, le milieu extérieur. Je vous le rappelle, vous pouvez charger cette carte et les différents supports de cours sur mon site. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine carte mentale.